S'ouvrir à l'imprévu. Cette ouverture pour accueillir l'inattendu. Miles Davis nous disait « La véritable musique est le silence. Les notes ne font qu'encadrer le silence. » J'ai envie de démarrer par cette pensée de Miles Davis, puisqu'on parle de psychanalyse et de jazz aussi. Il était une fois quelques collègues, un petit groupe de travail, de réflexion sur le jazz et la psychanalyse. Je les ai rejoints il y a environ 2 années. Une jam session avec d'autres analystes et surtout avec des musiciens invités, jusqu'à cette idée un peu folle. Nous avons imaginé, inventé cette journée, jazz et psychanalyse, on improvise. Ce qui me valut des moments de jazz exceptionnels, de rencontres et de découvertes de talents, comme ceux de mes invités, qui ont eu la générosité de se joindre à cette aventure. Et nous voilà là, ce 14 mars. Je suis très heureuse et honorée de vous accueillir dans ce lieu superbe, à ma table, et vous présenter, alors c'était un quintet qui vient de devenir un quartet, puisqu'il y a une personne qui devait être là et qui a dû s'absenter. Donc, et vous présenter ce quartet singulier pour un concerto autour du silence. En quelque sorte, une pièce unique, dirais-je, en tant que sculpteur, où nous allons dialoguer, envisager les liens entre le silence, la musique, l'improvisation et la psychanalyse. Un silence ou des silences, pour écouter ce que les musiciens ont à nous apprendre de leur pratique de l'improvisation, de leur écoute, pour enrichir notre pratique quotidienne de psychanalyste et nous permettre une présence plus sensible encore auprès de nos patients. Et je vais vous lire quelques mots de Henri Mnesconik. Je parle pour partager le silence qui pousse tous les mots. Oui, ce qu'on appelle s'entendre, entendre ce que tu n'as pas dit, ce que les autres allaient dire. Je parle pour transformer le silence. C'est ainsi qu'on s'entreparle, quand ce qu'on dit n'étouffe pas ce silence. Je remercie mes hôtes ici présents et vous tous venus partager avec nous ces moments. Et je remercie chaleureusement aussi, qui n'est pas là, mais Yannick Poirier de la librairie Chan, sans lequel on ne pourrait pas être dans ce lieu, qui est un lieu magnifique. Et toutes les personnes du Redol également. Et je vais vous présenter mes invités. Alors je vais commencer par Géraldine Laurent, à ma droite, voilà, saxophoniste de talent. De jazz. De talent de jazz. De nombreux prix, donc vous verrez sur le programme, il y a tous ces prix, je ne vais pas les prendre, mais j'avais envie de dire quelques mots sur chacun d'eux. Donc, une ouverture et une recherche, une exigence et une liberté dans un jeu bouillonnant. Son dernier album sur Charlie Parker Bird, avec son trio Looking for Parker, est vraiment très, très riche.
à ma gauche, Édouard Ferlet, compositeur, pianiste engagé et généreux, mais aussi pianiste inspiré et fou de travail. Il joue avec Bach, dans Sing Bach. Et récemment, au Bouffe du Nord, il a improvisé avec 3 pianos, dont 2 automatisés. C'est pas le bon mot, mais c'est un truc avec des ordinateurs derrière. C'est absolument géant de folie. Voilà. Et Édouard a une relation privilégiée avec son piano, une sorte de corps à corps musical absolument étonnant. C'est une nation qui n'est pas là. Et Francis Hofstein, à ma seconde gauche, psychanalyste, de nombreux ouvrages, dont quelques-uns sur la table, une culture musicale immense, véritable collectionneur de trésors de jazz, écrivain du jazz et de psychanalyse aussi, puisque son dernier livre, c'est un psychanalyste ordinaire. Vous l'aurez compris, Francis Hofstein est psychanalyste et musicien. Voilà. Donc finalement, avec l'absence de Céline, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 psychanalystes, dont un est musicien. Moi, je ne suis pas musicienne, mais je n'ai que les oreilles musicales. Ah, j'essaye. Donc, le silence. C'est la chose la plus ambivalente qui soit, comme l'improvisation. Une sorte de point de fuite, comme la ligne d'horizon, qui recule à mesure qu'on s'approche, ou comme l'inconscient, toujours ailleurs. Pour moi, le silence m'est apparu au fil de ce début de recherche, et je voulais voir sur 2 axes, le silence comme espace, et le silence, alors espace d'émergence ou de gouffre de la parole, et comme rythme. Et en tout premier lieu, le silence comme espace d'émergence, puisque l'analyste se tait et que le patient parle. Mais l'analyste ne fait pas que se taire. Il est là. Et je pense à ce début de séance, ce silence de début de séance, il y a beaucoup de souffle là. Et l'image du chef d'orchestre. Tout comme au début d'un concert de jazz où parfois on entend le 1, 2, 3, 4, mais parfois rien. Et on est là en suspens avant que les musiciens démarrent. Et je me disais qu'il y avait là quelque chose d'un peu similaire entre ce silence du début, où le patient va s'installer, et là où l'auditeur, le spectateur, tout comme vous là, est dans une attente de ce qui va se jouer. Et je faisais moi un pont entre les deux. Et je voulais demander à Édouard, justement, si pour lui, l'écoute de la salle et son silence à lui devant son piano, comment est-ce que ça jouait? Voir si, dans son écoute, il y a quelque chose qui est proche de la nôtre, lorsque on est un peu suspendu à ce qui va émerger, à cet inconnu de notre patient. Tu disais tout à l'heure que Miles Davis disait que la musique encadre le silence, et moi je dirais le contraire. Justement, c'est que le silence encadre la musique. Ce moment assez magique avant d'entrer sur scène, où les gens attendent justement notre arrivée, donc on est attendu. Il y a ce silence-là, et moi j'ai pris la fâcheuse habitude de jouer avec ce silence, justement d'attendre un petit peu, de faire attendre un petit peu, de se faire désirer, et de oser le silence naître à ce moment-là. C'est assez intéressant d'attendre ce moment-là et se dire voilà, on va attendre un peu. Et ça m'amuse parce que souvent il y a des présentateurs qui me disent voilà, Édouard Ferlet au piano, voilà. Et en fait je ne viens pas tout de suite et justement je veux provoquer ce silence pour déjà commencer à jouer avec. Et voilà, attendre justement, je me dis qu'il faut attendre le bon moment parce que si c'est trop long, c'est un peu exagéré. Il faut vraiment attendre le bon moment pour franchir le premier pas devant le piano. Et donc ça c'est le premier silence que je provoque, que je demande au public de faire. Et après c'est vrai qu'il y a le silence
moi je trouve qu'il n'y a pas de silence dans la musique. Quand on joue de la musique, c'est plutôt de la résonance chez moi. Quand je suis pianiste, ok, la plupart des instruments, il y a une attaque, une frappe qui laisse entendre après une résonance. Et c'est plutôt là-dedans que j'entends le silence pour moi, c'est une résonance. Ça, c'est une façon de voir. Une fois que le son a été mis, on écoute le son qui a été mis. Il y a un silence aussi entre chaque morceau justement qui revient. C'est le même silence dont je parlais du début du concert, les applaudissements, et puis après le silence avant de rejouer. Voilà, c'est comme ça que moi je joue avec ce silence-là, qui apporte beaucoup à la musique. Mais dans la musique même, c'est vrai qu'on parle beaucoup justement du silence, que c'est là où il y a la musique, mais moi je ne trouve pas du tout. Je trouve que le silence, quand il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique. Enfin, quand il y a du silence, plutôt, il n'y a pas de musique, c'est-à-dire que c'est plutôt dans la résonance. Mais dans le principe du silence, comme tu disais tout à l'heure, c'est silence, je parle, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut en même temps, quand on joue à plusieurs, on est en train de jouer, mais on est quelque part silencieux à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut en même temps pouvoir écouter l'autre en étant en silence, même si on continue à jouer. Je te mets en marche. Donc on est en train d'écouter l'autre, donc on est quelque part dans une attitude silencieuse d'écoute. Je me tais, je t'écoute, mais je suis quand même là pour te faire des petits croche-pattes s'il y a des petites choses pour t'aider, si jamais toi tu as un petit trou. Donc c'est cette idée du silence, mais finalement qui est pas réelle, parce que je trouve que le silence n'existe qu'en cercle. La musique, dans la musique, il n'existe pas vraiment. Sauf après sur des compositions, sur des concepts, évidemment on va parler de John Cale et sa pièce sur le silence, mais en tout cas moi je... J'ai envie de raisonner juste de répondre sur ce que tu viens de dire, ce silence à l'intérieur, que tu es quand même en silence, parce que moi ça me fait penser à, peut-être Francis Hofstein, vous en pensez, parce que ce silence en début ou pas, qui est, quand je dis le psychanalyste ne fait pas que se taire, il est là, c'est-à-dire que dans notre écoute et dans notre présence, c'est un silence à l'intérieur de nous. Hein? Quelque chose où on peut faire taire le brouhaha de nos pensées, parfois où on va se dire quel lien, le patient nous a dit ça, on va expliquer, on va essayer de comprendre, mais ça c'est terrible. Donc je veux dire que c'est la respiration qui m'aide à faire cesser ce tumulte bruyant à l'intérieur de moi pour essayer de revenir vers plus de silence, mais vraiment à l'intérieur de moi, tout en écoutant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, et je te redonnerai après la parole, Edouard, parce que tu as beaucoup d'autres choses encore à nous dire. C'est un petit peu difficile à brûle-pourpoint comme ça de reprendre. Bon, je vais m'appuyer sur le silence. Bon, au fond, à part ce moment-là très court où on a vraiment été dans le silence, je pense que le silence en tant que tel n'existe pas. Dans la mesure où, que l'on soit musicien ou analyste ou en analyse, qu'est-ce que ça signifie quand je dirais simplement comme ça, quand on est en vie, il n'y a pas de silence. Alors bien sûr, René Le Riche, qui était chirurgien et je crois doyen de la faculté de Strasbourg dans les années 20 ou 30, avait repris une phrase de Claude Bernard, je crois, si je me trompe, tant pis, qui disait que la santé, c'était le silence des organes. Et ça veut dire que le moment où on serait totalement silencieux, c'est le moment où notre corps fonctionnerait sans qu'on le sache, sans qu'on le perçoive. Et je pense alors, dans mon expérience de musicien qui est un peu lointaine, parce que ça fait longtemps que je ne joue plus, ce qui était le plus frappant, d'ailleurs on en parlait à déjeuner là, avec la dame qui est juste là devant moi, la façon dont, d'une part, quand je jouais de la musique, il y a un moment où on disparaît dans la musique qui se fait avec les gens avec qui on joue, et c'est une forme de silence, extrêmement, comment dire, je dirais volubile, enfin très parlant
au sens musical du terme. Et puis, à certains concerts, puisque il y a longtemps que je ne suis plus sur scène, mais dans la salle à écouter les musiciens, il y a des concerts où il y a une forme de silence qui se fait parce qu'on devient musique grâce aux musiciens, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est un état de grâce, on pourrait dire, et grâce peut-être à la présence de la salle qui se laisse absorber, prendre par ce silence extrêmement bruyant qu'est la musique. Alors, pour la psychanalyse, je pense qu'on n'est pas du tout sur le même registre. On n'est pas sur le même registre parce qu'on passe de ce qu'on pourrait appeler les signifiants purs de la musique aux signifiants de quelqu'un. Je ne vais pas vous refaire la théorie de Lacan, on va aller plus vite, c'est-à-dire à ce que quelqu'un dit et ce que quelqu'un dit quand il parle, c'est-à-dire sous sa parole. C'est-à-dire ce qu'il dit en ne disant pas tout à fait ce qu'il dit tout en le disant. Et là, je ne crois pas que nous fassions silence, les analystes. Je pense au contraire qu'on fait du bruit. On fait un bruit silencieux, mais on fait un bruit très fort, parce que si on n'est pas là, l'analysant ou l'analysante ne parle pas. Oui, le fait d'être là justement, oui, que le silence n'existerait pas. Le silence n'existerait pas. Ce point de vue, oui. Effectivement. Non, je vais laisser rebondir sur ce que tu disais sur le silence, comme c'est par rapport au jazz. Il y a aussi un contexte particulier dans le jazz qui a toujours existé, c'est de jouer dans des clubs. Donc le principe des clubs, c'est justement il n'y a pas une salle silencieuse. Quand on arrive, les gens sont en situation de boire un verre, de manger. Ça a toujours existé, ça a toujours été dans le jazz. Et donc on est amené à jouer dans un bon silence. Et est-ce que la musique va provoquer ou pas le silence? C'est aussi un jeu très souvent le moment où tout à coup tout le monde se tait parce que la musique a investi ou a fédéré à peu près tout le monde, et tout le monde est pris dans un mouvement, et le silence se fait de façon commune, soit parce que les musiciens sont silencieux aussi. C'est toujours des choses qui arrivent, qu'on peut essayer de développer dans les concerts, soit parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et si le silence ne se fait pas, on peut parfois le prendre mal. Et en même temps non, parce que ça fait partie du jeu aussi, effectivement. Et que même s'il n'y a pas, il doit y avoir, j'imagine, une phase silencieuse dans le public, même si le public parle, même si les gens boivent un verre ou discutent entre eux. C'est comme s'il y avait une forme de dédoublement, à la fois d'être à l'écoute dans le silence et d'être à l'écoute dans le non-silence, en fait. Donc voilà, je voulais juste évoquer ce rapport dans la musique, parce que c'est surtout en musique classique où finalement il y a vraiment un état silencieux du public qui est certainement, qui est nécessaire. Et c'est vrai que dans le jazz, comme c'est une musique improvisée, les choses se font comme ça en temps réel, et le silence va être provoqué ou non aussi en temps réel. Et c'est ce que je trouve toujours assez intéressant, parce qu'on a les deux contextes en jazz, soit un public assis et silencieux, soit justement un public qui ne le sera pas forcément, qui pourra le devenir, et c'est toujours un moment de grâce en général quand tout le monde tout à coup est silencieux. On a l'impression d'avoir peut-être parlé ou libérer une parole qui fait que les gens vont être happés à un moment donné et se donner un silence. On en a la preuve d'ailleurs dans des enregistrements qui ont été faits dans le club de jazz. Et on s'aperçoit, on entend le silence en fait quand on entend le bruit des verres. Les gens ne parlent pas, on entend un espèce de bruit de fond. Et quelque part ça nous met aussi dans cette ambiance-là où tout d'un coup les gens ne parlent plus, écoutent, mais bon, boivent quand même, mangent, on entend ces bruits de verres. C'est assez, c'est un espèce de bruit blanc comme ça, de
de couverts. Oui, oui, c'est sûr. Oui. J'entends, c'est un peu comme ça. Ça m'amène à une question, cette comparaison que tu fais, Géraldine, entre le concert classique et le concert de jazz. C'est une question un peu bête, mais bon, comme après chaque, disons, solo sur le fond de l'orchestre, les gens applaudissent. Et je me suis toujours demandé, c'est drôle, ça n'avait jamais vu cette question, pourtant, est-ce que, et quelquefois ils applaudissent tellement qu'on n'entend pas la reprise de l'autre, du soliste qui suit, et parfois ça m'agace, parce que ça m'agaçait, ça m'agace, je me dis, zut, je ne sais pas comment Géraldine a repris Édouard, je dis exprès comme ça, voilà, où Édouard Géraldine. Est-ce que c'est gênant, est-ce que c'est pas gênant, est-ce que les musiciens ne préféreraient pas, comme en classique, qu'on écoute tout le discours musical d'un bout à l'autre? Je vous pose la question en tout cas. Moi, ça ne me dérange pas. Après, on a pris l'habitude aussi dans le jazz, effectivement, d'avoir des applaudissements. Alors, soit qu'ils sont faits un peu par désir d'applaudir le musicien, soit peut-être parce que ça s'est toujours pratiqué dans le jazz, donc on se dit tiens, on va applaudir, parce que sinon il va le prendre mal. À ce propos-là, justement, sur les applaudissements, ils sont aussi quelque chose qui me gêne beaucoup parce que je trouve que ça ne permet pas d'entendre ce qu'il y a après la musique, qui est encore la musique et qui est là. Oui, mais en même temps, ça fait partie. Enfin, oui. J'ai l'impression, dans le travail, même consciemment, c'est-à-dire qu'on sait finalement qu'on va poser les premières notes. Bon, alors moi, juste pour préciser, donc, comme je suis saxophoniste, dans le jazz, je ne joue pas, justement. J'interviens, c'est-à-dire mes collègues jouent, et moi je ne vais pas forcément jouer. Donc de toute façon, je suis dans le silence, mais dans une présence silencieuse, et je vais intervenir et arrêter. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les instruments dans le jazz, parce qu'il y a la base, on va dire, qui est basse, batterie, très spécialement, batterie, piano. Dans la tradition du jazz, ils sont amenés à jouer en fait, à jouer tout le temps. Pour les solistes, on dit solistes, mais c'est pas le long terme, mais les soufflants en tout cas, on ne joue pas en permanence. Donc on intervient pour proposer quelque chose, pour prendre la parole et discuter avec nos amis en l'occurrence, enfin nos collègues en tout cas, à ce moment-là. Donc on se retrouve, moi quand je vais commencer un solo et que quelqu'un est applaudi, je sais qu'à ce moment-là, je vais certainement commencer le solo dans ces applaudissements. C'est-à-dire, ça ne nécessite pas forcément un silence, comme ça on chauffe, on arrive, ça fait partie du jeu. Voilà. Après, il y a aussi, on peut attendre parfois, finalement on va attendre que tout le monde est applaudi, c'est un choix de commencer aussi dans le moment non silencieux, de rajouter et que le silence revienne après. Et j'ai entendu justement une interview récemment là, de Guillaume, ce clarinettiste de musique de l'Est aussi, qui a fait un concert qui vient de sortir sur le silence de l'Exode et qui a fait un travail magnifique qui me touche beaucoup, voilà, et qui a demandé pendant une heure où il jouait, il a demandé, alors qu'il n'est pas tout seul, il y a d'autres musiciens, il a demandé de ne pas applaudir. Silence comme interjection. Voilà, donc le silence est une injonction d'attendre, donc il y a une consigne qui est de garder le silence. Et vraiment l'expérience qu'il en donnait, et je trouvais qu'il est très intéressant de voir comment d'autres musiciens le vivent ou vivraient. Alors en fin de compte, toi ça en fait partie, parce qu'il y a une habitude comme ça où les sons des applaudissements font partie du jeu. En quelque sorte, peut-être tu les intègres. Oui, on les intègre. Alors attention, il y a la question aussi, basiquement, de la peur. Le silence est quand même un endroit de réminiscence. Donc, ça permet aussi. Moi, je sais personnellement, je crois que j'aime bien quand il y a du bruit, quand il y a du mouvement, parce que certainement, ça atténue des peurs qui vont peut-être prendre de l'ampleur
de silence. Évidemment, ça va, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on va dire pendant le silence, ou avant ou après, prend une importance. Alors, en l'occurrence, puisque là on est sur le rapport au public pour l'instant, mais ça prend une importance. Si on prend la parole dans le silence, évidemment, il y a une résonance qui est autre que quand il y a du mouvement. Et moi j'aime bien le mouvement parce que je pense que ça apaise un petit peu les tensions. Alors, est-ce que ça va y avoir avec, dans notre équipe d'analystes, de faire avec ce bruit de fond, en quelque sorte, avec un patient qui va parler, qui va être très bruyant ou s'agiter. Et là, ce sera le corps, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé ce matin du corps, il a été un peu évoqué, mais et que dans le silence, il y a les bruits du corps, mais dans le silence, le corps est complètement présent, aussi bien dans ces bruits, on entend des gargouillis d'un seul coup, ou pas, ou la respiration. Il y a la respiration du patient, il y a la nôtre, parce que le silence, là on l'envisage musicien public, mais nous également, c'est notre écoute et la parole l'écoute du patient. De quel côté va être le silence, et il y a quelque chose d'un entre-deux, mais c'est un peu autre chose. Et c'était justement ce bruit. Est-ce qu'on n'est pas nous aussi dans travailler, ou se laisser travailler plutôt par ces bruits du patient. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça pourrait être comme une résonance avec ce que tu disais sur avant le silence et après le silence. Oui, c'est là, si on parle du rapport entre le musicien et le public, vous et le pianiste et le patient, nous, ça nous permet aussi d'avoir une réaction du public, c'est-à-dire que ça nous rassure de savoir que le public va applaudir après notre solo ou à la fin du morceau. On va avoir un répondant, c'est une façon de communiquer aussi avec le public, de savoir s'ils ont aimé. Voilà, on va faire un applaudimètre, ça va nous réconforter. Donc c'est vrai qu'en tout cas, quand je fais des concerts en solo, ça me permet aussi d'avoir un contact avec le public, de savoir de jouer avec lui, de provoquer les applaudissements aussi ou pas, ou de provoquer le silence. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que justement quand on va aller dans des dynamiques très faibles, c'est-à-dire jouer très peu de notes et jouer sur la résonance, donc pour moi le silence, il y aura encore plus de silence dans la salle. Et c'est vrai que tu parlais du bruit dans les clubs, je trouve que c'est toujours intéressant de démarrer un concert dans du bruit, et justement petit à petit voir que le bruit diminue, que la musique prend place. C'est peut-être un challenge pour nous de... Ou pas, voilà. Et c'est ça, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir... Il parle de plus en plus et mange de plus en plus, ouais. c'est voix de plus en plus. Voilà, ça dépasse, c'est trop tard, c'est trop tard. Et ce qui est intéressant, c'est que... Nous, on va mesurer ça, si ça va de plus en plus. On aurait tendance à jouer plus fort quand les gens ne nous entendent pas, mais en fait, c'est ce qu'on fait au contraire. Moi, je me souviens d'avoir joué dans des milieux très très bruyants et essayer de jouer très fort, c'est pas le contraire, c'est aussi une tactique. Oui, c'est en inversant les choses, mais effectivement là on peut aussi en arrêtant littéralement de jouer, en ne faisant rien, en étant là. Là, par contre, les gens commencent à soit ils sont contents parce qu'on a arrêté, soit... c'est une tactique que je fais avec les batteurs, enfin je sais qu'il y a des batteurs dans la salle, mais toi, c'est-à-dire que quand les batteurs jouent trop fort, je suis en train de jouer, et en fait je lève juste les mains, donc en fait je joue plus de piano, je bouge mes doigts, donc le batteur il commence à dire ça, là du coup je joue moins fort, et là c'est réglé, c'est ça. Aldo n'est pas là, tu n'entends pas. Ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose que disait Freud, justement, tu me bouges juste les doigts au-dessus du piano, donc il n'y a pas de son, et Freud disait quand la bouche se tait, ça vient de m'échapper, jouer avec les doigts, non, quand la bouche se tait, jouer avec les doigts. La phrase exacte m'échappe. Je fais une séance, je vais venir en solo, ça m'est arrivé de finir un morceau en jouant, j'étais en solo donc il n'y a pas de batteur, et je continue à jouer, là je lève les doigts, je continue à faire ça, et sinon dans la salle, c'est étonnant. Et c'est une fois que justement le corps s'arrête, les gens applaudissent. Jouer avec ça, c'est assez... Je pense qu'en psychanalyse, c'est pas tout à fait comme ça quand même. Parce que l'analysant ou l'analysante, le patient, comme vous voulez, c'est pas le public.
C'est-à-dire que là, quand la séance commence et que le silence perdure, commence à prendre une ampleur, ne cesse pas, et que on se demande, bon, je dis quelque chose, je ne dis pas quelque chose, je me racle la gorge, je bouge, j'en fais entendre mon corps, comme tu faisais remarquer tout à l'heure. On est dans une toute autre dimension. Alors, on n'a pas le piano, on n'a pas le saxophone, on ne sait pas trop, enfin si, on sait, on est supposé savoir, hein, mais est-ce qu'on va laisser le silence? Est-ce qu'on va le rompre? Est-ce qu'il faut tolérer, supporter comme au football, hein, l'angoisse qui semble envahir la personne qu'on écoute quand même? Et donc on est là dans un jeu, je ne voudrais pas que vous preniez jeu comme péjoratif, hein, dans un mouvement avec le silence qui n'est pas du tout celui du musicien. Et alors il y a autre chose, c'est que, toute proportion gardée, les musiciens ils ont quand même à séduire le public, c'est-à-dire à lui donner quelque chose qui est de l'ordre du plaisir et qui vont lui renvoyer sous forme de satisfaction, d'amour, de joie, d'applaudissement, enfin comme vous disiez. Là, dans la séance d'analyse, ça ne se joue pas du tout comme ça. Bon, bien sûr, il y a le transfert, il y a le transfert dans un sens et le transfert dans l'autre sens. Je déteste le terme de contre-transfert qui me semble une espèce de rejet du transfert, ce à quoi on n'a pas à se livrer. Donc on est dans un tout autre mouvement où, justement, donner du plaisir, séduire, c'est totalement interdit. Nous, on est payés avant de faire... Mais non, c'était par rapport à la question de la séduction, enfin, c'est-à-dire que, parce que je n'envisage pas dans le travail de la musique le fait de la séduction par rapport au public, c'est un peu une forme surtout de nécessité par le biais d'un langage d'exprimer des choses, de raconter des histoires ou pas, etc. Et donc de communiquer avec le public sans justement, surtout en évitant de vouloir le séduire. Parce que là, c'est mon point de vue, parce que là, on commencerait évidemment à s'installer chez l'autre pour essayer de le séduire et à ce moment-là de s'éloigner peut-être de l'essentiel de son propos à nous, et donc de commencer à faire pour l'autre, en fonction de l'autre, alors que va partir de soi et proposer à l'autre, puisque tout ça est une question surtout de liberté, donc on ne peut pas vraiment être libre, je pense, si on le fait en fonction de l'autre. Dans ce rapport de séduction, il y a un empiètement, je pense, sur la liberté De l'autre. De nous-mêmes, et aussi peut-être de l'autre, parce qu'à ce moment-là, on peut commencer à manipuler ou à donner certaines choses justement parce qu'on sait que ça va être plus simple, ça va faciliter l'écoute du public, on sait à peu près, notamment depuis la variété, ce qu'on peut mettre en place pour séduire et amener l'autre à pleurer, à rire, etc. Et le plus grand risque, et ça me fait penser à des choses qu'a dit Louis Armstrong il y a très longtemps, mais le plus grand risque dans cette séduction, cette pseudo-séduction, tout comme nous-mêmes en tant qu'analystes, ce serait de se perdre, il me semble que vous, en tant que musicien, ce serait de vous perdre vous-même. Est-ce qu'on a le même risque là? Parce que ça ne me semble pas que... ça me faisait penser ce que vous disiez à l'improvisation, quand le silence dure et qu'on se dit, on fait un bruit, on se dit, je dis quelque chose, je vais chercher la parole, ou j'attends, c'est-à-dire j'essaye de peser, de sentir la densité du silence, de sentir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce
qu'est-ce que j'entends ou qu'est-ce que je perçois dans mon corps de ce qui peut se passer. Voilà. Et que c'est pas pour aller le chercher pour le séduire, c'est en me respectant et en respectant ce que je vis, et quand je dis ce que je vis dans toutes nos expériences, nos apprentissages qu'on a derrière nous, mais qu'on laisse derrière, c'est parfois, et pour moi la dimension de l'improvisation, tout en étant dans ça n'existe pas, hein, ça me fait penser, tiens, une comptine enfantine, une souris verte, ça n'existe pas, et pourquoi pas, c'est une digression, excusez-moi, c'est juste que, avec le rythme, avec le son de notre voix, on va aller peut-être tricoter quelque chose en tentant un mot, ou à l'intérieur de nous, peut-être d'être avec quelque chose qui nous vient, ou une image, et comme si notre silence pouvait être en quelque sorte une toile de fond, ou quelque chose, ça m'évoque la toile d'un peintre, voilà, ou la partition d'un musicien qui est en train d'écrire sa partition, tout en la connaissant, mais où ça va venir se poser, et où, en offrant peut-être notre silence, ou peut-être un ou deux mots comme ça sur le fil, on va pouvoir aller recueillir, aller offrir que le dire, la parole du patient puisse advenir là. Et c'est là aussi où ça me semble aussi un lieu d'émergence. Ce silence-là, même s'il s'accompagne, ou plutôt, s'il s'accompagne aussi de paroles. Voilà. Moi, ce que je ressens aussi, ce que disait Francis par rapport au silence, cette peur du silence que tu pourrais avoir avec un patient, je pense qu'on a la même, je ne sais pas si c'est la peur, mais en tout cas, ce moment qui paraissait un petit peu long et difficile à gérer, je pense qu'on l'a en musique, mais plus de l'ordre de l'inspiration. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on arrive sur scène, on joue des choses, comme disait Aldo Romano très justement, l'improvisation, il y a quand même beaucoup de codes, donc on sait très bien se débrouiller, même si on fait semblant d'improviser, mais la peur du silence, c'est le silence de l'inspiration. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire un concert en étant passé à côté de ce qu'on doit faire, peut-être en se disant tiens, on va essayer de séduire le public, ben là on est passé déjà à côté, c'est déjà une chose complètement. Et ce silence-là, moi je le ressens parfois, on arrive là, en groupe ou seul sur scène, on joue, mais quelque part, au début c'est silencieux, même si on joue de la musique, et on attend justement ce moment d'inspiration où la sauce va prendre avec le public, mais moi je compare ça au silence, puisque je trouve qu'il n'y a pas de silence dans la musique. C'est ce silence-là d'inspiration, ce manque de ce vide intérieur. Le silence est le vide intérieur d'inspiration. Oui, sur la question que tu disais sur le silence qui n'existe pas, je pense qu'il n'existe pas. Enfin, effectivement, c'est-à-dire qu'on est c'est la question de la vibration en fait. Hein, la résonance, le son. C'est le son ou pas son. Et la question du silence quand on ne joue pas, ou quand on est allongé, enfin, ça travaille. Ça travaille. Donc il y a du mouvement, alors il n'est pas défini par un son, mais il y a un chant intérieur, je ne sais pas comment expliquer, alors ça fait pas de son, mais ça existe quand même. Et en musique, même si on ne joue pas, même si on ne fait pas sortir la vibration, il y a quelque chose qui est en train de travailler en fait. Et peut-être une autre partie, effectivement, aussi parfois du cerveau qui travaille. Le silence permet à l'inconscient de s'exprimer, donc permet à des éléments du corps, j'imagine, de résonner, même si ça ne sort pas en vibration sonore. Par le biais d'un langage, en l'occurrence, par la musique. Est-ce que justement ce que tu dis là, c'est le fait de cet espace où il y a du vide, où il y a ce silence qui est, tu dis si je peux jouer et passer à côté parce qu'il n'y a pas eu de silence, mais qu'est-ce qui le permettrait? Cette notion d'espace, comment est-ce qu'elle résonne pour vous? Non, je voulais juste. Le vide, c'est pas le silence. Hein. Le silence, c'est pas le vide. Hein. Parce que l'espace, oui, si tu veux, parce que l'espace. Mais le vide, c'est tout à fait autre chose. Alors, le vide, pour moi, enfin, comment
pour revenir à ce que tu disais, Edouard, je ne parlais pas de la peur là, hein, parce que si on s'installe dans son fauteuil d'analyste en ayant peur, il vaut mieux faire autre chose. Franchement. D'abord parce qu'on va la communiquer, ensuite on risque d'être, je vais dire comme ça, vous mettrez mauvais on va être très mauvais en italique ou entre guillemets. Donc c'est non. Justement, c'est ce que tu dis François, c'est ne pas laisser le vide, surtout pas le vide, parce que si on est dans le vide, on n'est plus nulle part. Et donc l'angoisse, c'est pas le vide, le silence, c'est pas le vide. Le silence, c'est peut-être un moment de l'analyse, comme disait Géraldine, ce moment où elle ne joue pas, et où elle est dans un silence, et dans un silence, je pense, extrêmement rempli. Parce que je pense que tu écoutes, je pense que ou alors simplement tu te laisses comme ça porter par ce que tu as fait avant et par ce que tu vas peut-être faire plus tard. Donc là, pas le vide, surtout pas, je suis pas d'accord. Non mais en musique, le silence, c'est le vide, c'est la mort. En musique, pour nous, si on ne produit pas un son, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Donc, si tu ne produis pas un son, mais si tu laisses du silence entre deux sons, tu n'es pas dans le vide, tu es dans un suspens. Mais ça n'existe pas en musique, ça n'existe pas de jouer avec le silence, sinon c'est de la musique contemporaine, John Cage et tout ça, c'est autre chose, mais concrètement... Mais si par rapport à l'improvisation, enfin, moi je sais que c'est une question qui est importante, c'est-à-dire pendant le solo, c'est-à-dire justement ma prise de parole, puisque je ne vais pas jouer avant et après, ça dépend, mais bon. Si je prends la parole, si je commence à improviser, il y a la nécessité justement de marquer ma parole par le silence. Mais je trouve que c'est ce qui est le plus difficile à faire, de s'arrêter de jouer. Parce que évidemment, c'est ce que je dis souvent, mais c'est un peu lambda, mais tout ce qui va se passer après un silence devient très, très important. Si on a marqué un silence avant, la phrase que l'on va dire après prend une autre importance. Pour faire bien comprendre, c'est là tu parles d'un solo où il y a déjà un accompagnement musical. Donc oui, il n'y a pas de silence. Oui, alors après je voulais aussi parler par exemple des solos, juste solo, c'est-à-dire seul, où on joue seul et on va laisser un moment donné de silence, un arrêt. Voilà, un arrêt de son. Bon, déjà, nous, on est obligé de respirer. De toute façon, pour souffler. Donc, c'est toujours un moment de silence, a priori. Mais c'est la même chose quand on parle, évidemment. Mais c'est très difficile, en fait, de forcer un peu le silence, parce que tout va résonner après ce moment de silence. Parce que tout à coup, on arrête. Ça crée de l'attente. Et ça crée une attente. Voilà. Et donc, une attention particulière, une attention qui fait que on ne va pas, peut-être pas dire n'importe quoi, alors que si avant on était dans le flow, ce sera peut-être plus facile de faire passer un truc qui n'est pas très intéressant. Et on peut continuer après. Alors, je vais reprendre parce qu'on a fait signe au niveau du timing. Et j'ai envie qu'on explore un petit peu, même si toute la partie de la résonance, on a un petit peu raccourci, alors que c'est quelque chose d'important et je sais qu'il y a beaucoup de choses à nous dire sur ça, Edouard, mais sur la partie où le silence serait l'émergence, mais ça peut être aussi un gouffre, c'est-à-dire le côté, là où le silence, il est aussi du côté de la mort. On fait une minute de silence quand il y a des événements, quand il y a beaucoup de morts, quand il y a des choses terribles. La seule chose qu'on sache faire peut-être, alors est-ce qu'on pourrait plus parler, on est dans le silence parce que, alors est-ce que c'est parce que les mots nous manquent, qu'il n'y a plus de mots? Et je voulais vous dire justement un tout petit quelque chose, parce que pour moi, parfois le silence, il s'improvise tout seul, il s'infiltre, il va être là au milieu des mots du patient, ou au milieu de ses syllabes parfois, il va s'imposer comme ça, et il va se répandre dans les mots, et qu'est-ce qui se dit dans ce silence qui va comme ça tout doucement envahir la parole du patient. Donc je vais vous dire un tout petit moment comme ça, parce que pour moi dire, pour ne pas disparaître,
La parole que nous entendons, elle est aussi précieuse que le silence qui l'accueille. Au bord des mots, au bord du souffle, peut-être que le silence pourrait s'écrire par des points de suspension. Il ouvre cet espace en suspens, les mots sortant, se déroulant dans un flot continu, surprenant cas, par la dureté des mots qui s'énoncent. Et puis soudain, arrêt, silence. Tel Thelonious Monk quand il égrène les notes sous ses doigts. Je retiens mon souffle, vivant dans mon corps cette intensité presque dramatique. Non, cela ne peut pas se dire encore, pas totalement. K préfère faire silence, laisser le silence envahir les entremots. Je reprends doucement et ce et petit mot discret que je pose doucement comme en équilibre instable afin que le souffle de mon désir, de ma voix puisse porter, puisse laisser ouvert ce possible en train d'être. Pas cette fois encore, les mots s'arrêtent. Je pense, non plutôt j'entends Monk dans Blue Monk qui nous laisse en suspens. La note suivante est dans l'air. Elle flotte comme les mots de mon patient. Il n'est plus là, pas cette fois-ci. Et tout comme le silence qui suit Mozart ou Bach, est-il encore du Mozart ou du Bach? Les pas encore dits de mon patient sont là, en germe dans son silence, dans mon écoute, parce que je reste en silence aussi. Et justement, je pensais aussi à Naïma de Coltrane, où on peut entendre ça. Et donc voilà, si tu veux nous dire quelque chose sur ce versant où la parole, elle reste dans le silence, mais elle est là. Donc, je sais plus ce que je t'avais dit, mais moi ça me fait penser à quelque chose, en tout cas quand on est par exemple en répétition avec des musiciens et qu'on travaille, on travaille l'improvisation, moi je sais souvent, je me dis à moi-même, et je le dis aussi à mes collègues, de faire moins de notes, enfin, voilà, c'est de faire moins de notes, mais de convoquer plus le silence quelque part, d'éviter le bavardage, et plus la profondeur de chaque note, ce que disait Aldo ce matin, c'est que vaut mieux faire voilà, moins de notes et il y a plus dedans sur... voilà, donc pour moi, c'est que le silence en musique, c'est plus par là, c'est plus sur la retenue et voilà, le choix de la note juste, la note qui nous correspond, et pas chercher à bavarder, faire un bavardage musical. Donc jouer avec ça, encore une fois, mais jouer sur les résonances, sur l'attente, sur prendre son temps, faire son solo. Sur en même temps, tu vois, dans ce petit moment un peu clinique que je voulais quand même évoquer, avec le silence, c'est aussi une idée sur l'avant et l'après du silence. Et tu dis que c'était ça qui était important dans le silence, c'est justement ce qui est autour et qui n'a pas la même valeur, qui n'a pas la même signifiance non plus. C'est-à-dire que peut-être que le son empêche d'aller à sa propre vérité. Enfin, je sais pas, là, je pense notamment par rapport aux patients. Peut-être que les mots empêchent d'aller à l'essentiel et que le silence va permettre d'essayer de toucher c'est pas le mot vérité, mais à quelque chose d'essentiel qui nous appartient. Alors est-ce qu'on pourrait dire de plus intime? D'intime, je ne sais pas, en tout cas, de ce que l'on doit dire et dans la façon de concentrer son propos, effectivement, pour utiliser les bons mots, la bonne phrase, la bonne formule pour raconter son histoire. Par exemple, si on est sur un solo, sur une improvisation, on commence une histoire, on termine une histoire. Et parfois, le son et le bavardage, comme tu dis, effectivement, empêchent de chercher peut-être, empêchent de chercher quelque chose de nouveau, d'essayer de trouver une fulgurance ou quelque chose de nouveau, de magique ou pas, en tout cas de chercher. Voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement le silence devient dangereux, parce que ce qu'on va dire après doit faire partie de ce silence, fait partie de cette construction d'histoire,
et va avoir une résonance très particulière. Et on ne peut pas, je sais pas, en improvisant par exemple, si on fait un moment de silence et qu'on fait après une gamme de base, parce qu'on n'est pas très inspiré, forcément ça va s'entendre un peu plus qu'on n'était pas inspiré. Donc c'est plus simple parfois de bavarder, de laisser passer la gamme parce qu'il fallait qu'elle passe. En même temps, on doit accepter que ce moment-là existe, qu'on n'est pas très inspiré, donc on utilise des formules. En improvisation, effectivement, ce que très justement ce que tu disais, c'est qu'il y a des codes de toute façon, donc on n'est pas dans le vide à balancer quelque chose, c'est un langage. Mais on sait très bien aussi qu'on ne peut pas faire le solo magnifique ou l'idée fulgurante qui va révolutionner. Et ce qui est amusant aussi, c'est par rapport à, je rebondis sur l'histoire de l'erreur, de la faute, c'est que quand on fait un solo et que l'on s'aperçoit qu'on a fait un pain, une faute, on s'est un peu bourré, on essaie de rattraper ça. L'instinct, ce serait de le rattraper en continuant, faire le solo. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, moi c'est ce que je me dis continuellement, c'est si je fais quelque chose, si je suis tout d'un coup bloqué, au lieu de faire semblant d'envoyer justement ce qu'on appelle des patterns ou des choses qu'on a l'habitude de faire, c'est de s'arrêter et de reprendre avec justesse, quoi. Oui, c'est ça. C'est des choses qu'on essaie de faire, effectivement, en temps réel. C'est-à-dire, au moment moi, où je vais sortir un bon vieux cliché, j'essaye de l'anticiper et de me dire non, je dois rester silencieuse à ce moment-là. Et ça, on peut vraiment entendre dans des enregistrements aussi de grands musiciens de jazz, on sent qu'ils s'embirificotent et tout d'un coup, ils remettent derrière une bonne phrase qu'ils ont appris. Oui, pour faire une transition, mais comme tous les termes qu'on utilise dans le quotidien pour parler. Et ce qui serait intéressant, c'est justement de laisser cette erreur vivre. Donc ce silence-là, pour vivre l'erreur avant, pour reprendre, enfin bon, il y a tout ça, c'est un chouette travail. Est-ce que justement, ce que vous êtes en train de dire tous les deux sur ces silences, est-ce que dans les improvisations que vous faites à plusieurs, il n'y a pas quelque chose d'autre, d'une autre qualité d'écoute, qui peut-être serait proche de la nôtre, quand vous balancez une phrase machin, mais en même temps, c'est comme un signe à l'autre. Tu disais une fois, ça me permet le d'aller chercher l'autre. Ah oui, bien sûr. Alors le silence est provoqué aussi pour un appel à la réponse. C'est-à-dire que dans les solos, on va s'arrêter. Enfin, moi, dans mon solo, je vais m'arrêter volontairement justement parce que c'est un échange. Là, on discute, je m'arrête pour laisser la parole, pour que quelqu'un rebondisse en fait. La parole. Voilà, et tu peux aussi couper la parole et on peut parler en même temps. C'est plus difficile. En musique, on peut faire un solo, une chanson, si on parle en même temps, personne n'a rien. Mais après, oui, il y a l'acte volontaire d'arrêter. Alors, c'est un court instant, là, on parle de toute façon de quelques secondes à peine, encore, c'est déjà très long, mais qui est volontairement mis en œuvre, mis en place pour qu'il y ait des réponses, justement. Enfin, ou non d'ailleurs, mais qu'il y ait la réponse des collègues qui sont en train de jouer derrière, c'est souvent la configuration. Mais oui, c'est un acte volontaire. Et pour rebondir soi-même sur ce qu'on veut dire, d'arrêter, soit pour ne pas faire un cliché, soit pour essayer d'aérer aussi, tout simplement, ne soit pas tout le temps fourni, et aussi pour laisser la parole à l'autre, puisque c'est un dialogue. Ça fait penser au 4-4, parce que c'est un schéma qu'il y a souvent en jazz, c'est les 4-4, il y a 4 mesures d'un solo de batterie et 4 mesures d'un soliste. Sauf que là, c'est orchestré, on sait que c'est 4 mesures, donc on va parler pendant 4 mesures, on ne peut plus parler pendant 4 mesures. Ce qui est intéressant aussi quand on fait des solos, c'est quand on s'échange des phrases, et c'est justement là où on sait que quand l'autre doit s'arrêter, on laisse le silence, il reprend, il y a ces croisements-là de vraies paroles à ce moment-là. Plus improvisation free, on va dire. Oui, comme une discussion entre les musiciens, et moi je trouve que c'est des moments qui sont absolument magiques, parce qu'il y a comme des instants presque de grâce où on aperçoit, et moi de vous voir, voilà, tous les musiciens que j'ai contactés, que j'ai vus comme ça, que j'ai rencontrés, c'était de voir comment ils s'amusent, comment vous vous amusez, comment vous jouez sérieusement, un peu à la manière des enfants qui jouent sérieusement, et qu'il y a vraiment une communication. C'est vrai que c'est le silence qui orchestre ça, en fait, c'est le silence qui provoque l'écoute. Voilà. Et alors, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec, lorsqu'on va dire, peut-être même
connerie, oui, ou une erreur où qu'on va appeler interprétation ou hypothèse, et puis on l'a dit, et puis, mais on ne saura nous qu'après coup ce que ça a produit. Est-ce que ça pourrait s'apparenter à ça? Voilà. Mais je crois qu'on va devoir arrêter parce que c'est pas le silence, là, mais c'est le temps qui nous est compté et qui s'arrête. Et je voudrais quand même que vous entendre, qu'on puisse à partir de ce qui était échangé là avec mes autres, si vous avez des questions, des remarques, voilà. Alors il y a des micros qui vont vous être donnés, donc n'hésitez pas à lever la main. Il faut l'allumer peut-être. Bernard Rodas, Belgique. Il me semblait que dans le silence de l'analyste, il y avait présence. Présence dans le sens du passage de l'être là, de distinguer, et que notre présence, ma présence d'analyste, n'est pas la même selon la personne, selon le lien dans lequel je suis avec elle. Donc il y a différentes qualités, différentes textures d'écoute et donc de silence. Bien sûr, il y a des couleurs, il y a des densités, il y a des plein de nuances dans le silence. Oui. Tu voulais dire oui, pour vous répondre là, vous parlez du silence du côté de l'analyste ou du silence du côté de l'analysant? Oui, c'est là où je voulais intervenir. C'est l'analyste. Le silence de l'analyste. Alors moi je ne crois pas du tout que, en tout cas dans ma pratique, le fait de faire silence comme ça pour que la séance commence, que j'ai dit bonjour ou pas bonjour ou un mot avant ou pas, soit d'une tonalité différente, selon la personne qui s'installe sur le divan ou en face d'ailleurs. Je pense que c'est simplement faire place. Je ne sais même pas si on peut parler de silence là, véritablement, au sens profond du terme. Parce que qu'est-ce qui hurle le plus? Qu'est-ce qui fait ce qui hurle le plus, en fait, ce qui est le plus bruyant, c'est ce qu'on appelle un silence de mort. C'est terrifiant, un silence de mort. Ça hurle, ça remplit les oreilles. Et là, c'est pas de ça, c'est pas du tout de ça dont je veux parler, mais ça me venait en écoutant. Et donc, pas du tout. Enfin, je pense que c'est juste faire place. C'est pas faire silence, c'est faire place. C'est se taire. Hein, pardon. C'est se taire. Voilà. C'est laisser à l'autre la disposition du temps, de l'espace, et donc nécessairement du silence, mais qui est là, tout à fait secondaire à la limite. Bon, voilà, c'est pour... Dans la même lignée de la question, je me demandais, suite à votre remarque, madame, si l'analyste, est-ce qu'il se tait ou est-ce qu'il est silencieux? Et je me suis demandé si, en fait, de même que... c'est un peu trop là. De même qu'on met de côté complètement les éléments du bien, du mal, et de même on met de côté l'idée de la réponse. On n'est pas dans un dialogue, dans une analyse, du tout. Donc, on met de côté aussi l'idée de la réponse. Donc, est-ce qu'on n'est pas plus dans une position interne d'une certaine forme de silence? Je pense qu'il y a plus de formes de silence, mais que le clair serait plus du côté quand on répond, l'autre se tait. Est-ce que l'analyse n'est pas plus du côté du silence que du se taire? Ça serait un peu ça, dans le fait que, justement, jamais il ne peut parler de lui, d'une part, et d'autre part, il n'est pas dans un dialogue. Donc il y a quelque chose de très particulier dans la position interne de l'analyste. Oui, et c'est tout à fait juste. Hein. Mais quand vous dites est-ce qu'il fait silence ou est-ce qu'il se tait, je dirais que c'est les deux. Et c'est pas au même moment, mais à l'intérieur, c'est faire silence, c'est se taire. Et parfois, tout en étant dans le silence, c'est prendre la parole. Alors que moi, j'aurais tendance à penser, mais peut-être parce que ça m'a aidé, moi, de penser ça,
que de se mettre dans une position de silence interne, ce qui ne veut pas dire de non-parole. Le silence interne fait que j'élimine l'idée de répondre, au sens de répondre à ce que dit la personne. C'est une autre position de parole. Oui. Pour moi, de se faire silence, c'est garder en moi un espace disponible. C'est pouvoir être dans un espace de présence qui permet que la parole de l'autre puisse être là. Et parfois, je vais parler parce qu'il y a des silences qui sont bruyants et où même il y a du silence, mais où la personne va parler énormément et où là, il y a quelque chose de, je dirais comme c'est même pas d'un appel, ce serait d'avant l'appel, ce serait plutôt de l'ordre du cri, et que il y aurait, et on retrouve ça dans Winnicott, c'est qu'il y aurait une destructivité à l'œuvre, et si, en tant qu'analyste, je ne prends pas la parole pour dire que j'entends, là, pour pouvoir que ce qui est un cri devienne un appel, parce qu'on est tellement loin en arrière de quelque chose d'un moi pas construit, qu'il faut du temps, et que même si c'est bruyant, eh bien, moi c'est important que je parle, que je ne laisse pas, que je ne reste pas en silence. Mais dans bien ça. sûr, Voilà. même si je suis dans mon silence intérieur. C'est ça, c'est le terme de réponse sur Oui, lequel bien sûr. que je souligne, qui élimine la notion de dialogue qui est très importante dans la musique. C'est peut-être une des différences, justement, me semble-t-il. Hein. Oui, et ça fait penser ce que vous dites à une patiente qui me disait, dans ces moments de rage, taisez-vous, fermez-la. Alors je ne parlais pas, et je lui dis, je vous entends bien. Voilà. Et en quelque sorte, ces cris étaient en train de devenir un appel. Voilà, il y a une transformation qui était en train de s'opérer. Voilà, pour aller plus loin. Voilà. Et tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, à ce que disait... Non, je pensais par rapport à l'influence, enfin je veux dire de la parole. Oui. Il y a une nécessité du silence pour éviter toute forme d'influence. J'imagine quand même pour... D'influence, oui, mais... Enfin d'influence ou de potentiel, je sais pas, que ça perturbe ce qui est en train de se réveiller, ce qui sommeille et qui est là, l'attend et qui va potentiellement se réveiller. Ouais. Donc le silence permet aussi d'évacuer toute forme d'interférence, d'une possibilité d'influence peut-être, même si elle n'est pas voulue, c'est pas un désir d'influencer, mais le patient veut être peut-être influencé. Le silence permet au moins de ne pas laisser ces possibilités. Ça dépend des moments dans la cure. Hein, je pense que la parole fasse enveloppe. Hein. Est-ce qu'on attend encore d'une ou deux questions dans la salle? Non. On peut les faire enchaîner. Ou de vos remarques, et promis, je réponds plus. Merci beaucoup. Depuis ce matin, je pense que nous sommes dans l'exploration très riche des différentes polyvalences, que ce soit au niveau de l'association libre, de l'erreur et également du silence. Alors, précisément, peut-être dans cette polyvalence du silence, telle que vous l'avez très bien explorée dans ces différentes directions. Je poserai une question plus aux psychanalystes, à savoir, est-ce que dans ce silence de l'analysant, est-ce que c'est le paramètre qui fait silence, ou est-ce que c'est l'inconscient, ou est-ce que ce sont les deux? Est-ce que vous voyez une exploration à faire dans ce sens? Disons, est-ce que l'inconscient peut-il faire silence? Très sincèrement, je crois qu'on ne choisit pas. Donc, on peut, enfin, tout ce que vous proposez est acceptable, dans la mesure où je dirais que le point de départ, c'est d'être là, soi-même comme un par-l'être, hein, selon la définition de Lacan, mais alors bien sûr avec ce qu'on, alors je ne sais pas si on peut parler comme ça, avec ce qu'on est, ou ce qu'on croit être, ce qui me semble plus juste, avec les représentations que celui ou celle qui vient a de nous,
parce que là on peut revenir au problème de la séduction, et par exemple aller chez Miles Davis, et Miles Davis qui tournait le dos au public, mais qui venait avec tout un décorum qui était manifestement destiné à faire que le public sache que c'était bien de Miles Davis dont il s'agissait. Donc, on ne va pas repartir là, mais Géraldine, on a encore des choses à se dire là. Et donc non, la difficulté, je pense que la vraie difficulté pour un analyste, c'est d'arriver à considérer que, contrairement à ce qui s'est raconté pendant des années, la neutralité n'existe pas. Pas du tout. C'est-à-dire que, voilà, c'est un être humain avec ses défauts, ses qualités, et on peut juste espérer qu'il ait fait une analyse. Alors, pour terminer, on a juste... Ah, d'accord. Ok, monsieur, excusez-moi. Pourriez-vous dire quelque chose sur cette brève que l'on appelle le soupir? Oui. Ça, c'est une question. Et l'autre chose, il me revenait à l'esprit une phrase de Job. Steve Job. Chapitre 16. On entend ce qu'on fait. Alors la phrase est celle-ci. C'est une maladie que ce besoin de répondre. Deux choses, le soupir et la phrase de Job. Comment voulez-vous qu'on réponde? On ne peut pas répondre. Il y a le soupir et il y a la pause. La pause aussi. Il y a juste une petite chose. Soupir, demi-soupir, pause. Non, ce qui est amusant, c'est de dire que le signe pour arrêter de jouer en musique s'appelle le silence. Le silence, le demi-silence, quart de silence, silence, quart de soupir, etc. Soupir en même temps. C'est pas bien de se citer, là, c'est très prétentieux. Vraiment, quand on vous passe le micro, là, il y a quelqu'un qui demande la parole, là au milieu. Ouais. Dans un texte très ancien, publié en 91 ou quelque chose comme ça, j'avais appelé Thelonious Monk un sculpteur de silence. Oui. C'était vraiment très bien. Alors, je voudrais terminer juste deux petites choses. En vous lire encore du Lesconic, parce que je trouve que ça s'adapte tellement bien au silence. Plus je vais de silence en silence, plus je suis plein de toi. Je ne trouve pas assez de silence pour tout te dire. Terminé, je passe juste la parole à Edouard qui lui reste à ajouter quelque chose. En fait, je vais profiter de l'Assemblée pour créer en fait, une nouvelle organisation qui ferait obstacle à la SACEM. En fait, vous savez que les musiciens, à la SACEM nationale, les musiciens sont rémunérés autant qu'ils jouent, en fait, qu'ils composent. C'est-à-dire que voilà, si on compose une musique de 30 minutes, on sera moins bien rémunéré qu'une musique d'une heure. Ça n'a rien à voir avec la qualité de la musique. Et je me dis que ça serait peut-être intéressant de créer une société qui rémunérait les musiciens par leur silence. C'est-à-dire que s'il y a une heure de concert, savoir combien de temps ils ne joueraient pas là-dedans, ils seraient rémunérés pour leur silence. Et ça changerait peut-être des choses dans la façon de la musique. Quelqu'un a essayé de